Le feu avance plus vite quand on choisit de courir seul. Ibrahim Traoré l'a compris, diriger, c'est dépouiller la fonction jusqu'à sa vérité nue, l'action sans apparat, la décision sans escorte, tandis qu'un président convoque un consortium de 150 milliards, lui retourne la logique. Transformer l'aide conditionnée en capital national, l'attente en travail. Et si cette inversion révélait la nouvelle mesure du pouvoir africain, celle d'une souveraineté qui ne s'affiche pas dans les chiffres, mais dans la capacité de tenir debout même sans témoin, ce récit ne promet pas des miracles, mais une démonstration concrète. Comprendre comment Ibrahim Traoré transforme la dépendance en souveraineté, voilà le véritable enjeu. En suivant son parcours, on découvre comment un pays sans milliards d'investissements étrangers parvient à financer 1 million de familles rurales tout en conservant le contrôle de son destin. Le bénéfice est clair, prouver qu'une nation peut croître sans renoncer à sa dignité. Chaque décision porte un risque, ici le risque est d'échouer sans prétexte. Mais c'est aussi la promesse que la réussite, si elle survient, appartienne entièrement au peuple burkinabé. C'est cette tension entre urgence et autonomie qui anime la prochaine séquence. Et si la véritable révolution africaine ne se trouvait pas dans les sommets internationaux, mais dans les champs, les puits et les entrepôts communautaires, c'est la question qui s'ouvre et qui exige une réponse mesurable, chiffrée, vécue. Tout commence par une révélation simple, 2,4 milliards de dollars peuvent changer de nature. Sous Ibrahim Traoré, cette somme, jadis classée comme aide étrangère, devient moteur de crédit national. En un geste politique audacieux, le Burkina Faso cesse d'attendre les fonds venus de Paris ou de Bruxelles. Il crée sa propre source d'énergie économique. Ce n'est plus l'argent des donateurs, mais celui des cultivateurs. Chaque prêt, chaque remboursement devient un acte de souveraineté. Le contexte éclaire la portée du choix. Au même moment, à 3000 km au sud-est, le Botswana dépense 3 milliards de dollars par an pour importer l'électricité d'Afrique du Sud, tandis que sa centrale Morupul A approche de la fin de vie. Deux réalités parallèles, deux réponses au même incendie. Comment cesser de dépendre? Là où Gaborone attire des consortiums de 150 milliards, Ouagadougou mise sur 1 million de familles. Chacune reçoit environ 2400 dollars en crédit agricole. 70% sont garantis par l'État, 20% soutenus par des obligations de la diaspora, 10% par des fournisseurs locaux. Aucune signature venue d'Europe, mais des empreintes digitales burkinabè. Cette architecture n'est pas idéologique, elle est pragmatique. Elle s'appuie sur des coopératives rurales, des registres biométriques et une discipline communautaire qui transforme la confiance en capital. Ainsi naît une économie de proximité où les remboursements alimentent les saisons suivantes. Le modèle repose sur une idée radicale. La richesse ne vient pas d'ailleurs, elle circule déjà dans les mains du peuple. Et dans ce mouvement silencieux, Ibrahim Traoré redéfinit la fonction présidentielle, non plus celle d'un médiateur entre bailleurs et ministères, mais celle d'un catalyseur entre citoyens et avenir. Au centre du dispositif, un personnage guide émerge, la présidence d'Ibrahim Traoré, mais aussi les coopératives qui incarnent sa vision. Dans le village de Bobo Dioulasso, Aïssata, cultivatrice de 1000, reçoit son premier crédit sans passer par une ONG. Sa signature biométrique suffit. La saison suivante, elle rembourse avant l'échéance. Ce simple geste déclenche une chaîne de confiance. Son voisin obtient à son tour un prêt pour un puits solaire, puis pour un moulin collectif. Chaque histoire se répète. Dessinant une géographie du changement, à Koudougou, un groupement de 120 femmes installe des pompes, stocke le surplus, revend la farine au marché local. À Tenkodogo, des techniciens formés sur place entretiennent les forages financés par ces mêmes crédits. Aucun expert étranger ne supervise, la compétence reste au pays. Dans cette logique, la figure du leader ne domine pas, elle irrigue. Ibrahim Traoré devient moins un commandant qu'un accélérateur. Il crée l'environnement où d'autres réussissent. Le pouvoir s'exerce par capillarité, pas par décret. Et si, dans un continent habitué aux projets venus d'ailleurs, le véritable impact se mesurait à la vitesse de diffusion d'un modèle local. Voilà le so what. La souveraineté n'est pas un discours, c'est une méthode. Tout a commencé ainsi. Tout commence en 2022 quand Ibrahim Traoré décide de réorienter 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère. Les réunions avec les bailleurs se terminent brusquement. Il annonce que ces fonds ne seront plus sous tutelle internationale. L'argent reste, mais les conditions s'envolent. Les ministres hésitent, les diplomates préviennent. Ce sera risqué.
Il répond, le risque c'est d'attendre. En 3 semaines, un décret fonde le Fonds national de crédit agricole souverain. En 3 mois, le premier million est distribué. Le point culminant de l'histoire arriva alors. Les villages deviennent des points névralgiques. Les fils s'allongent devant les antennes coopératives, non pour recevoir des dons, mais pour signer des prêts. À Dédougou, on entend des slogans notre carte biométrique, c'est notre liberté. Dans les marchés, les mots changent. Bénéficiaire disparaît, investisseur s'installe. Pendant ce temps, les techniciens installent 10 000 pompes solaires, 1 500 magasins de stockage et forennent en 50 000 puits. Chaque installation est géolocalisée, chaque remboursement consigné. Le gouvernement publie une carte dynamique, rendement des récoltes, taux de remboursement, progression des réserves. Les chiffres s'animent, plus 30% à plus 150% de rendement moyen, 92% de prêts remboursés dans les districts pilotes. Les répercussions se firent sentir bien au-delà des frontières. La nouvelle franchit les frontières. Les chancelleries s'interrogent. Comment un État classé fragile, selon les indices internationaux, obtient-il un meilleur taux de retour que certaines banques européennes ? Les économistes parlent d'un paradoxe, moins de bureaucratie, plus de fiabilité. Ibrahim Traoré devient une référence involontaire, non pas un modèle à copier, mais une équation à comprendre. Discipline plus proximité, résilience. Les semaines suivantes, la pression s'intensifie. Les médias occidentaux évoquent un expérimentalisme africain. Les voisins observent. Certains ministres de la région visitent du Ouagadougou pour comprendre la mécanique. Le président burkinabé insiste, pas d'héroïsme, seulement des systèmes qui fonctionnent. Mais la tension reste, les attentes montent, les critiques aussi. On le dit autoritaire, on le dit pressé, il répond par la cadence. Nous n'avons pas le temps. La machine avance, le point culminant survient lors d'une session parlementaire. On lui reproche d'imposer un rythme impossible. Il cite les mots d'un autre dirigeant, « Quand la maison brûle, on court ». Et il conclut, « Le feu de la dépendance brûle plus fort que celui du risque ». Les députés se taisent, le vote passe. Le programme devient loi, les coopératives deviennent institutions. Et la transformation, désormais, ne dépend plus d'un décret, mais d'un réflexe collectif. Ainsi se referme la première séquence, celle où une décision politique devient un mouvement social. Les chiffres racontent ce que les discours dissimulent souvent, la cohérence. Sous Ibrahim Traoré, le programme agricole souverain s'appuie sur 2,4 milliards USD mobilisés sur 4 ans. Ce montant, équivalent à près de 13% du PIB burkinabé, alimente un circuit de microcrédit géré localement. Chaque prêt, compris entre 1800 et 2500 USD, correspond à une capacité d'achat réelle, semences, outils, énergie solaire, stockage. Les données du premier cycle confirment la dynamique. 1 000 familles engagées, 200 000 emplois saisonniers créés le long de la chaîne de valeur. Les rendements progressent de plus 30% à plus 50% selon les régions. Mil, sorgho, maïs, riz et coton. Dans les zones pilotes, la facture d'importation alimentaire recule de 200 millions USD par an. Les taux de remboursement atteignent 92%, un record continental. Chaque remboursement crédite directement la base de données nationale alimentant la saison suivante. À titre de comparaison, les institutions de microfinance régionales plafonnent à 75% de retour moyen, avec un coût administratif triple. Ici, la mutualisation communautaire réduit les frais à 2,8% contre 9% dans les schémas traditionnels. Ces écarts traduisent une gouvernance d'ingénierie inversée. L'État garantit, la communauté gère, la donnée contrôle. Les infrastructures suivent le même rythme, 50 000 forages, 10 000 pompes solaires, 1 500 entrepôts communautaires. Chacun est géolocalisé, intégré dans un tableau de bord public. Les citoyens peuvent suivre l'avancement en temps réel. Eau, énergie, stockage, remboursement. Le suivi devient rituel civique, non surveillance étatique. Cette architecture repose sur un principe simple, la confiance est mesurable. Ibrahim Traoré l'exprime ainsi, les chiffres doivent prouver que la souveraineté est rentable. Dans sa bouche,
Le mot rentable ne renvoie pas au profit, mais à la permanence. Un système qui se finance lui-même devient indestructible. Ce réalisme chiffré transforme la perception du pouvoir. Les ministères deviennent des services d'appui, non des donneurs d'ordre. Les rapports remplacent les promesses. Les pourcentages deviennent des récits. Dans cette froideur numérique se cache la chaleur d'une révolution méthodique, celle d'un État qui ne demande plus des dons mais présente un bilan. Et si la véritable souveraineté se mesurait enfin en décimales, deux visions du développement africain s'affrontent, chacune défendable, chacune fondée sur des réalités concrètes. La première, incarnée par les économistes orthodoxes, affirme qu'aucune nation ne peut s'extraire de la dépendance sans capital étranger massif. Selon eux, l'Afrique doit attirer des consortiums, partager le risque, obtenir des transferts de technologie et garantir la stabilité juridique. Le modèle botswanais en est la démonstration, 3 milliards USD économisés en importation, 760 mégawatts prévus pour l'exportation. Un succès mesurable, rationnel, moderne. L'autre vision, portée par Ibrahim Traoré et son équipe, refuse l'idée que la modernité doit être importée. Ici, la souveraineté précède la croissance. Le pari est inverse. Plutôt que de séduire les investisseurs, on crédite les cultivateurs. Les chiffres, eux aussi, parlent. 92% de remboursement, 30-50% d'augmentation des rendements, 200 millions USD d'économies sur les importations alimentaires. Le premier argument dit sans infrastructure énergétique, pas d'industrie. Le second répond sans sécurité alimentaire, pas de société stable, deux logiques, deux urgences, mais un même feu à éteindre, la dépendance. Les critiques rétorquent que le modèle burkinabé reste limité, non exportable, mais les partisans de Traoré soulignent qu'il ne prétend pas à l'universalité, il propose une adaptabilité. Ce n'est pas un système fermé, mais une matrice locale qui peut être reproduite avec ses propres ressources. En réalité, les deux modèles ne se contredisent pas. Ils se complètent. L'un construit les lignes électriques, l'autre les lignes de crédit. L'un éclaire les usines, l'autre nourrit les foyers. L'un négocie des mégawatts, l'autre libère des millions de semences. Ainsi, la véritable opposition n'est pas entre deux présidents, mais entre deux temporalités. L'une se mesure en années, l'autre en saison. Et pourtant, les deux courent à la même vitesse, celle du feu qui brûle quand on s'arrête. Tout bascule à mi-parcours. En 2024, alors que la plupart des observateurs attendent un ralentissement, Ibrahim Traoré annonce que le fonds agricole a déjà recyclé 85% de son capital initial. Autrement dit, presque tout l'argent prêté circule à nouveau dans le pays, un exploit sans précédent pour une économie classée fragile. Les coopératives affichent les remboursements en public, transformant la transparence en fête communautaire. Chaque prêt soldé devient une cérémonie. On plante un arbre, symbole d'un crédit clos. À mesure que les bilans s'accumulent, le vocabulaire change encore. On ne parle plus d'aide ni de projet, mais de système vivant. Cette bascule marque le point de non-retour. Le modèle cesse d'être expérimental, il devient politique. Le gouvernement inscrit désormais dans sa constitution le droit à la souveraineté économique. Et si ce tournant burkinabé annonçait le début d'une ère post-aide pour tout le Sahel, si la course d'Ibrahim Traoré commençait seule, devenait le rythme d'un continent entier. Sur le plan national, les effets furent immédiats. Les effets se traduisent dans les comptes publics. En 2 ans, le Burkina Faso réduit de 200 millions USD ses importations alimentaires et réinvestit cette somme dans les infrastructures rurales. Routes secondaires, silos, stations de pompage, le budget de subvention diminue de 18%, tandis que les recettes agricoles progressent de 27%. Les économistes parlent désormais d'un effet Traoré, une boucle où la discipline communautaire remplace la dette extérieure. La souveraineté cesse d'être une idée et devient une ligne comptable. Du côté des entreprises, une transformation profonde prit forme. Les petites industries locales profitent de la stabilité de l'offre. Les moulins, huileries, ateliers mécaniques multiplient par 2 leurs heures de production. Les fournisseurs d'équipements solaires voient leurs ventes croître de 45%. Un écosystème industriel de proximité naît, tiré non par des multinationales, mais par des artisans.
Ibrahim Traoré insiste « Nous voulons des chaînes de valeur intégrées, pas des chaînes de dépendance ». Les chambres de commerce régionales adoptent ce principe pour orienter leurs investissements vers les coopératives plutôt que vers les importateurs. À l'échelle individuelle, les changements se faisaient sentir chaque jour. Sur le terrain, les ménages ressentent le changement. Les foyers ruraux accèdent à l'eau, à la lumière et au crédit. Les jeunes restent au village, deviennent techniciens ou gestionnaires de coopératives. Le taux d'exode rural recule de 12%. Le revenu médian agricole augmente de 28% en 3 campagnes. Mais plus encore, la perception du futur se transforme. Les familles parlent de avenir, pas de survie. Le crédit devient un rituel d'appartenance, une preuve de confiance mutuelle. À l'échelle régionale et continentale, le mouvement s'étendait rapidement dans les capitales voisines. On observe, on débat, on imite. Le Mali lance un fonds pilote de 400 millions USD sur le même modèle. Le Niger et le Tchad envoient des délégations techniques pour étudier la traçabilité biométrique. Les analystes internationaux reconnaissent un tournant. Un pays longtemps marginal devient référence de bonne gestion. Ce rayonnement confère à Ibrahim Traoré une stature géopolitique nouvelle, celle d'un dirigeant qui prouve que la souveraineté peut être quantifiée. Ainsi, la boucle est bouclée. De l'aide conditionnelle à la discipline collective, du crédit à la confiance, du risque au résultat. Le Burkina Faso ne dépend plus de promesses, mais de bilans vérifiables. Et l'Afrique découvre qu'elle peut compter sur ses propres chiffres. Premier scénario, celui de la consolidation, poursuivait son cours. Dans les 12 prochains mois, le Burkina Faso poursuit la stabilisation du fonds agricole souverain. Les remboursements maintiennent un taux moyen de 90%, permettant un recyclage annuel d'environ 2 milliards USD. Les rendements agricoles progressent encore de 10 à 15%, consolidant les gains sans expansion brusque. Les partenariats régionaux se multiplient pour mutualiser les stocks de céréales. L'objectif est clair, inscrire la souveraineté alimentaire dans la durée, pas dans l'euphorie. Dans un scénario plus optimiste, la croissance s'accélérait, une pluviométrie favorable et un afflux de capitaux de la diaspora pourraient amplifier les effets. Si les obligations souveraines africaines trouvent preneur, le fonds atteindra 3 milliards USD avant fin 2025. Cela permettrait de financer l'irrigation de 300 000 hectares supplémentaires et d'exporter un surplus de céréales vers les pays voisins. Ibrahim Traoré miserait alors sur un modèle mixte, 80% national, 20% régional. Le Burkina Faso deviendrait fournisseur net de denrées stratégiques pour le Sahel. Enfin, dans un scénario plus tendu, les défis réapparaissaient, une sécheresse sévère ou une instabilité politique pourrait freiner la dynamique. Un recul de 20% des remboursements réduirait la capacité de près de moitié. Les tensions sociales renaîtraient, les partenaires communautaires se fragiliseraient, le système tiendrait mais la confiance s'effriterait. Quel que soit le scénario, l'enjeu n'est pas la croissance brute, mais la continuité institutionnelle. Ibrahim Traoré a bâti un mécanisme où la souveraineté dépend de la rigueur quotidienne, non de la chance d'une saison. La question essentielle n'est pas que fera le climat, mais que ferons-nous si le modèle résiste ? Autrement dit, la prochaine victoire africaine ne sera peut-être pas spectaculaire, elle sera durable. Sous les chiffres, il y a des visages. Des mains burinées par la terre, des yeux qui scrutent le ciel avant la pluie. Quand Ibrahim Traoré parle de souveraineté, ce ne sont pas des concepts qu'il invoque, mais des existences concrètes. Dans chaque village, la réussite d'une coopérative devient un récit partagé, celui d'un peuple qui s'autorise à croire que le futur peut être fabriqué ici, sans autorisation extérieure. La caméra s'attarde sur Aïssata, cultivatrice de Bobo Dioulasso, qui tient dans ses mains le reçu d'un prêt intégralement remboursé. Elle le glisse dans une boîte en fer, comme on conserve une promesse tenue. À côté d'elle, son fils installe un panneau solaire qu'il a acheté grâce au même système. Il allume une ampoule et le visage de sa mère s'illumine littéralement. Ces images banales et bouleversantes à la fois rappellent
rappelle que la souveraineté n'est pas un slogan d'État, mais une expérience intime. Quand la dépendance recule, la dignité avance. Pour le spectateur, deux invitations se dessinent. D'abord, regarder l'Afrique autrement, non comme une patiente sous perfusion, mais comme un organisme en pleine régénération. Ensuite, soutenir cette régénération en partageant, en commentant, en propageant les récits qui prouvent que l'indépendance peut être mesurée dans la lumière d'une ampoule rurale, parce qu'à chaque watt gagné, à chaque prêt remboursé, une idée se renforce. La liberté se cultive comme une graine. Pour que le modèle survive à son fondateur, Ibrahim Traoré en a structuré la pérennité en 5 mouvements précis. 1. Institutionnalisé. Le Fonds souverain agricole devient une entité constitutionnelle. Sa direction est collégiale. Les coopératives y siègent au même titre que l'État. Aucun changement politique ne peut suspendre ces opérations. 2. Numérisé. Chaque prêt, chaque remboursement est horodaté, géolocalisé et vérifié par empreinte digitale. Le système repose sur un réseau local décentralisé, pas de serveurs à l'étranger, pas de dépendance technique, la donnée devient un bouclier. 3. Former 5 centres régionaux de formation accueillent les futurs agents coopératifs. En 2 ans, 4500 techniciens doivent être certifiés pour garantir la continuité. L'expertise se fabrique, elle ne s'importe plus. 4. Diversifier. Les nouvelles filières intègrent l'apiculture, le karité et les énergies rurales. Les revenus croisés assurent la résilience. Si une récolte échoue, une autre compense. L'autonomie s'étend au-delà des céréales. 5. Mesurer. Un tableau de bord national publie chaque trimestre les indicateurs clés, taux de remboursement, volume produit, impact social. Les chiffres sont audités publiquement. La transparence n'est plus une promesse, c'est un réflexe. À travers ces 5 leviers, Ibrahim Traoré transforme une initiative politique en structure durable. Et si l'Afrique décidait à son tour de codifier la souveraineté comme une politique publique, le feu serait enfin contenu, il ne consumerait plus, il éclairerait. Au crépuscule de cette histoire, et à l'image revient, celle d'Aïssata tenant son reçu de près, son fils ajustant la lampe solaire, la même lumière qu'Ibrahim Traoré évoquait lorsqu'il parlait de souveraineté lumineuse, celle qu'on allume soi-même, même au cœur de la nuit. Le président burkinabé n'a jamais promis de miracle, seulement un effort continu. Ses traits se creusent, ses mots se raréfient, mais la conviction demeure. La dignité d'un peuple se mesure à sa capacité d'agir sans permission. Dans les champs, la récolte dépasse les prévisions. Dans les villes, les écrans affichent les taux de remboursement. Chaque donnée, chaque graine, chaque goutte d'eau devient un acte de résistance pacifique. Le symbole s'impose. Un chef d'État qui court seul, des millions de citoyens qui avancent ensemble, entre eux un fil invisible, celui de la confiance. Le feu n'est plus menace, il devient flamme d'avenir. Ainsi se clôt le cercle. La peur cède la place à la méthode, la dépendance à la maîtrise et le courage à la transmission. Ce récit ne se termine pas, non, il s'étend. Chaque spectateur, chaque lecteur devient témoin d'une transformation qui dépasse le Burkina Faso. Ce que montre l'expérience d'Ibrahim Traoré, c'est qu'aucune souveraineté ne se décrète. Elle se pratique saison après saison, prêt après prêt, récolte après récolte. Alors, que pouvons-nous faire, nous qui observons cette course à distance? Partager ces histoires, en parler, les enseigner, les confronter à nos propres modèles. Car chaque mot échangé prolonge l'effort collectif, chaque commentaire construit la mémoire d'une Afrique debout. L'indépendance n'est pas une victoire solitaire, c'est un travail d'équipe, un héritage à entretenir. Et si la prochaine étape de cette aventure commençait ici, maintenant, avec votre voix, écrivez, soutenez, transmettez. L'histoire ne demande qu'à continuer.